Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde, émission largement consacrée ce soir aux questions de défense, avec d'abord le Conseil européen à Bruxelles aujourd'hui et ses nombreux défis. L'Europe doit construire en 5 ans son autonomie stratégique, sortir de la dépendance américaine, préférer des achats d'armes européennes. La France peut-elle tirer avantage de cette nouvelle donne? Grand décryptage dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Et puis gros plan ce soir sur la cyberdéfense. Notre invité franc-parler est adjoint au commandement cyber de l'armée française. Une simulation d'attaque cyber à grande échelle baptisée DEFNET a été lancée cette semaine. Nous en parlerons avec le contre-amiral Vincent Sébastien. Enfin, grand angle ce soir sur la commission Betaram à l'Assemblée. Commission d'enquête et journée intense d'audition des victimes. Les députés ont aussi obtenu d'importants documents. Nous en parlerons avec la co-rapporteure de cette commission, Violette Spilbou, ainsi que Constance Bertrand, une des porte-paroles de victimes qui a témoigné ce matin. Voilà pour le sommaire. Ça vous regarde, installez-vous. Ça commence tout de suite. Et si l'Europe de la défense était cette fois en marche? On va revenir sur le Conseil européen de Bruxelles qui doit acter des moyens de la construire. 150 milliards d'euros d'emprunts européens. Pourquoi faire? Produire plus, acheter plus, sans passer par les Américains, le tout en 5 ans. Est-ce que c'est vraiment possible à 27 quand l'état des finances publiques et les agendas politiques divergent à ce point? Et puis en France, qui va payer cet effort de défense? On en sait un peu plus aujourd'hui. Bonsoir Jean-Louis Thiriot. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député droite républicaine de Seine-et-Marne, membre de la commission de la défense à l'Assemblée, tout comme vous, Bastien Lachaud. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Défense nationale, dont voici l'excellent dernier numéro sur le Canada et la France vers un partenariat stratégique. Vous avez une longueur d'avance. Enfin, bonsoir Fanny Guinochet. Bonsoir. Bienvenue, journaliste économique à la Tribune et à France Info. Alors avant de vous entendre, les enjeux de ce conseil, c'est dans le récap de Thibaut Enoch qu'on accueille tout de suite. Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. L'Europe de la défense au cœur de ce conseil à 27. Oui, réarmer l'Europe, c'est le nom de ce vaste plan de 800 milliards d'euros d'investissement. Alors après en avoir acté les principes lors du Conseil extraordinaire du 6 mars, les 27 sont entrés aujourd'hui dans le concret. Il y a 2 semaines, nous avons discuté du financement de la défense, mais maintenant nous devons parler de ce que nous pouvons faire ensemble. Agir ensemble, voilà l'enjeu. Alors sur les 800 milliards du plan, 650 environ seront de l'endettement des États. Là, chacun fera un petit peu ce qu'il veut. Mais pour les 150 milliards restants d'emprunts communs, l'idée est de fixer des règles pour que cette défense européenne soit organisée et non pas du chacun pour soi. Alors, quelles sont ces règles ? D'abord, il y a l'idée de se coordonner pour faire des achats groupés et ciblés. Une liste de besoins prioritaires a été établie. On y trouve notamment les défenses aériennes, les missiles ou encore les drones. Deuxième idée, la plus nouvelle, une forme de préférence européenne. Hier, la Commission a dévoilé un livre blanc pour la défense qui fixe des règles pour ces achats. 65% des composants du matériel acheté devront ainsi avoir été fabriqués dans l'Union européenne. Le pays de conception devra aussi être un pays européen ou partenaire. Et ça, c'est une victoire française ? Oui, ces dernières semaines, un débat s'est ouvert entre les 27 autour de cette question. Ces 150 milliards d'euros doivent-ils permettre d'acheter des armes américaines? La France était contre, alors que certains pays atlantistes assistaient pour ménager notre allié ou ex-allié. Sur ce point, Emmanuel Macron a remporté la partie. Alors, est-ce que cette victoire pourrait nous profiter, à nous Français? Oui, encore, Myriam. Notre pays est le mieux placé pour profiter de cette nouvelle donne. Regardez, la France est le 2e pays exportateur d'armes au monde et le 1er en Europe. Sur le continent, nos concurrents les plus proches sont loin derrière, l'Allemagne et l'Italie. Mais remplacer les États-Unis ne sera pas si simple. Nous partons de loin. Regardez cette carte. Les pays européens sont
très dépendants des achats d'armes américains. Certains pays comme les Pays-Bas et l'Italie n'achètent même quasiment rien en Europe. Illustration de cette préférence américaine, les achats d'armes à longue distance, les fameux missiles Patriot américains, ils équipent la plupart de nos voisins, on le voit ici en rouge. Pourtant, une alternative européenne existe, le système SAMTP franco-italien. Il peine pour l'heure à s'imposer. Même question pour les avions de chasse. Les États-Unis vantent les mérites de leur nouveau F-35. Pourtant, face à lui, les Européens ont des avions, l'Eurofighter, un avion de chasse suédois ou encore le fameux Rafale d'assaut. Alors tout le monde va-t-il jouer le jeu? Le Portugal s'apprêtait à acheter des F-35 américains. Il envisage de se raviser, mais les Pays-Bas, par exemple, ne veulent pas entendre parler d'autre chose. Conclusion, au-delà des intentions, le sevrage s'annonce difficile. Merci beaucoup pour cet excellent récap ce soir, Thibault. Alors, comment se déprendre de la dépendance à l'armement américain? Je voudrais repartir, Jean-Louis Thériot, de ce rapport de force chiffre. 60% des importations d'armes en Europe sont américaines. Est-ce que l'Europe, avec ce plan que vient de nous détailler Thibault Hénoch, se donne vraiment les moyens d'en finir avec cette dépendance? D'abord, la défense est fondamentalement de la compétence des États. Donc, ce n'est pas un plan comme ça qui, en tant que tel, va régler le problème. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les événements récents qu'on aurait pu prévoir montrent que nous ne sommes pas certains de la protection américaine. Je mets la France à part, puisque nous avons la dissuasion, nous sommes une puissance dotée. Mais par exemple, le changement de pied du futur chancelier allemand, M. Merz, qui constate qu'il peut être seul et ne pas avoir la protection américaine, est un changement radical. Donc oui, il y a la possibilité d'évoluer. Oui, notre BITD européenne est BITD, rappelez-nous. Base industrielle et technologique de défense, notre industrie de défense, est capable technologiquement de répondre à la plupart... En 5 ans, parce que 2030, c'est le chiffre, c'est la date dans le livre blanc. Un outil de défense, ça se construit sur 20 ans ou sur 30 ans. Donc ne croyons pas que tout sera réglé dans 5 ans. Oui, il peut y avoir des évolutions très positives. Oui, évidemment, l'industrie française peut en profiter. Moi, je veux quand même... Il faut bien comprendre que cette dépendance à l'industrie américaine, elle vient du fait que beaucoup de pays pensaient qu'en achetant américain, ils achetaient en même temps le parapluie militaire et nucléaire américain. Aujourd'hui, on a des doutes, les Allemands l'ont exprimé, d'autres le disent moins, mais ils pensent déjà. Donc l'heure est venue de se tourner potentiellement vers les alliés européens. Et vous voyez ce qui vient de se passer avec le livre blanc qui a été publié, le futur et le Conseil européen. On a un changement de pied. Du temps où j'étais ministre, on se battait pour que sur les achats en commun, on arrive à obtenir ce principe qui était concevoir européen, produire européen, acheter européen. Aujourd'hui, dans ce document européen, le principe en est partiellement acté, on est à 65% de production européenne. C'est déjà pas mal. On aurait pu faire mieux, mais on a failli faire infiniment pire. Donc je trouve que c'est quand même un beau succès de la défense française, c'est un beau succès du ministre des Armées et de la diplomatie française, et je le dis aussi, c'est un succès pour la paix en Europe et pour l'Europe, parce que la sécurité dans le long terme, c'est que l'Europe produise ce dont elle a besoin. Eh bien, voilà un député qui se réjouit d'un effort de défense qui monte en puissance en Europe. C'est assez rare pour être souligné. On entend votre passion et votre fougue dans cette réponse. La préférence européenne, ça c'est vrai que Emmanuel Macron en a parlé. Il en avait parlé dans son discours de la Sorbonne consacré aux questions de défense. Merci Macron. Bastien Lachaud. En fait, regardons les choses. Il n'y a pas de préférence européenne. On annonce 800 milliards. Sur les 800 milliards, il y en a 650, ça va être des prêts aux États où les États vont faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est-à-dire qu'avec cet argent européen d'autorisation de dépasser les 3%, eh bien, les Hollandais vont acheter du F-35. Et l'on va continuer à nourrir et à financer l'appareil industriel militaire américain. Et sur les 150 milliards, regardons quand même les choses précisément. Donc là, on est sur l'emprunt européen. Oui, on est sur l'emprunt européen. Il faut 65% des composants doivent être européens, pour toute forme d'arme. Non, fabriqués en Europe. Pas forcément d'une société européenne. Et
je vais même plus... Attendez, expliquez-moi. Ça veut dire qu'une industrie américaine installée en Europe, en France, pourra... oui. Et ça ne sera pas comptabilisé. Premièrement. Et deuxièmement, avec des pays partenaires. Les pays partenaires, ils sont très variés. C'est ceux avec qui nous avons des accords, des coopérations de défense. Par exemple, il y a la Corée du Sud. Est-ce que vous savez quel est le niveau de livraison d'armes de la Corée du Sud aux pays européens comparé à celui de la France? Eh bien, c'est exactement le même. C'est-à-dire que les Européens achètent autant de matériel sud-coréen que français. Il y a donc là une vaste fumisterie. D'accord, donc vous n'y croyez pas du tout. Après tout, c'est quand même de l'emploi en Europe, la préférence européenne. Ça, c'est bon pour l'économie. C'est de l'emploi en Europe, mais dans quel pays d'Europe? Il se trouve que la France a beaucoup d'industries en matière d'armement, donc peut-être qu'on peut sourire légèrement, se dire qu'on a quelque chose à tirer avantage de cela. Une industrie de défense que les autres pays européens ne font pas fonctionner. Mais le plus grave dans le livre blanc, ce n'est pas tant ça, c'est que ce livre blanc valide complètement la vision du monde des États-Unis. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre que l'Union européenne sorte du carcan de pensée américain, mais pas du tout. L'OTAN est la pierre angulaire de la défense de l'Union européenne, malgré si les Américains s'en vont, ce qui est possible, se désengage, ça deviendra justement, dans ces cas-là, il fallait peut-être penser autrement. Mais ce livre blanc ne le fait pas, il valide la vision américaine, et donc on voit bien que la stratégie et l'autonomie stratégique européenne que vante le président Macron n'existe toujours pas, alors même que les Américains disent qu'ils vont s'en aller. Général Pellestrandi, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Et j'aimerais votre expertise sur cette dépendance à l'armement américain. On prend souvent l'exemple du F-35. Thibault Hennock en parlait encore. Il y a certains pays comme le Portugal qui ont arrêté finalement leur commande. Et on nous explique, alors on peut le dire assez vite, mais que les Américains, au fond, les pilotent à distance. Il y a un système de connexion de données qui est piloté directement par la Floride et qui lie à l'avenir les Européens? Non, pas tout à fait. Alors, expliquez-nous. Déjà sur le F-35, quand vous parlez avec des aviateurs français, et nous sommes très fiers du Rafale, qui est un avion exceptionnel, le F-35, qui certes n'est pas un très bel avion, il est extrêmement performant. C'est aussi quand même un élément qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que c'est facile de faire... Alors, il était de bon ton de faire du Rafale bashing pendant un certain temps, disant c'est un mauvais avion, il ne se vendra jamais à l'exportation. Mais il est aussi trop facile de faire du F-35 bashing. Alors, très concrètement, effectivement, comme le disait le député Thiriot, la difficulté, c'est que, que ce soit dans le cadre de l'OTAN, de l'Union européenne ou ainsi de suite, l'achat de matériel américain, c'était effectivement, au-delà de l'aspect du matériel, acheter en quelque sorte cette garantie de sécurité fournie par les États-Unis. La problématique autour du F-35, c'est que, bien sûr, à F-35, il n'a pas besoin de l'autorisation de Donald Trump pour décoller. Oui, mais, on a pu entendre ça dans le débat public, mais c'est faux. C'est de tout ce qui est dans la chaîne logistique, dans la chaîne de maintenance, où là, il y a des normes, c'est ça qui sont imposées. Il y a un certain nombre de choses. Maintenant, ce qui est important, c'est que, d'abord, je prends par exemple un cas très concret. Les Pays-Bas nous ont commandé 4 sous-marins qui vont être construits à Cherbourg, qui vont être aussi avec des industriels des Pays-Bas. C'est quelque chose qui est extrêmement... Donc cette défense européenne, en termes de production industrielle, vous la voyez? Mais oui, on la voit. Alors c'est bien sûr la problématique du verre à moitié vide ou à moitié plein. On a déjà, très concrètement, par exemple, l'Airbus A400M, c'est une réalité. C'est une réalité européenne. Oui, mais européenne. Puisqu'on en est encore à faire la revue des besoins de nos capacités en Europe, de quoi on manque le plus? Alors, comme c'était très bien souligné tout à l'heure, c'est... alors, il y a plusieurs choses. C'est la défense anti-aérienne, parce qu'il faut rappeler fondamentalement, parce que le problème il est là, c'est que la menace russe est une réalité. L'implantation de missiles à capacité nucléaire du côté de Kaliningrad, en Biélorussie, il y a cette menace. Et je ne suis absolument pas d'accord sur dire le fait qu'on s'aligne derrière la stratégie américaine. Bien au contraire. Et je crois que ce qui est extrêmement important, et on le voit, c'est assez étonnant de voir la Pologne, qui était vraiment, s'il y a bien un État qui confiait sa sécurité en quelque sorte aux Américains, venir à Paris demander peut-être l'extension du parapluie, et qui même s'interroge sur la possibilité à terme
de se doter de l'arme nucléaire. Pourquoi? Parce que plus on est à l'Est, plus on connaît la réalité de la menace, qui est la menace russe. Fanny Guinochet, d'un mot, la réalité de l'état d'esprit de nos industriels en ce moment? Il y a un vrai changement de pied quand même sur... les industriels, ça fait un moment qu'ils voient quand même... les carnets de commandes vont augmenter. Voilà, les commandes. Et en fait, la difficulté des industriels, c'est aussi de se dire, en fait, comment on va suivre. Parce qu'on voit bien qu'il y a des besoins et comment on va suivre, c'est concrètement, alors on y reviendra. La production ne sera pas... C'est la production, c'est... capable d'être à la mesure des demandes. Oui, c'est trouver les chaînes de production, les mettre en adéquation avec la demande, avoir du personnel. C'est aussi de ça que risque de manquer la défense européenne. La France est bien placée. Il faut effectivement, peut-être que c'est pas, ça a pris du temps, etc. Mais quand même, globalement, on assiste à une Europe qui... depuis le Covid, n'a pas fait lieu de se dire on fait des emprunts en commun, on voit qu'il y a une menace. Et puis là où il faut surtout être attentif, c'est l'Allemagne qui va compter. C'est la position de l'Allemagne. C'est ça le vrai changement. Voilà. Est-ce que l'Allemagne va continuer? Alors est-ce que l'Allemagne, mais on a dans quand même son changement de pied historique en disant au fond, pourquoi pas d'emprunt un nouveau chancelier qui arrive. On voit qu'il débloque des milliards d'euros pour justement se doter d'une défense. Il dessert l'étau budgétaire. C'est aussi ce qui est en train de se jouer. Maintenant, moi, je trouve concrètement que c'est allé relativement vite. Donc vous trouvez qu'on n'est pas si divisé que ça en Europe? Parce qu'entre le Hongrois qui ne veut pas toucher à l'effort de défense, l'Italienne... Moi, il me semble que ce qui va vraiment compter, c'est la locomotive, c'est le couple franco-allemand. Là, on va voir ce qui va... Donc tout va dépendre aussi de Merz, de sa future coalition et de ce qu'il va vouloir, au fond, faire en matière d'efforts européens. Je voudrais vous soumettre, Jean-Louis Thiriot, cette phrase de l'ancien président de la Commission européenne, parce que tout est dans le coordonné. Qu'est-ce qui va être coordonné dans ces 150 milliards de production supplémentaire, d'achats groupés? Il dit, ce matin dans Libération, il faut se rendre compte que les Européens ont 174 systèmes d'armes, alors que les Américains n'en ont que 34, ce qui se traduit par 30 types de chars contre un seul Américain. Est-ce qu'il va falloir se poser la question d'une véritable coordination dans la production, déléguer peut-être, je ne sais pas moi, les frégates, les avions de combat aux Français, les Italiens, les munitions, je dis n'importe quoi, hein, je ne suis pas spécialiste, mais l'Allemagne, elle, peut-être la défense antiaérienne, est-ce qu'on va vers ça ? Je crois qu'il faut se rendre compte qu'on a un certain nombre de pays en Europe qui ont une BITD robuste. La France, j'intègre le Royaume-Uni, eu égard aux accords de Lancaster House, qui, même s'ils ne sont plus dans l'Union, sont évidemment des partenaires majeurs. L'Allemagne, la Pologne, qui est en train de monter très fortement en puissance. Évidemment qu'il faudra une coordination. Ça veut dire quoi ? Une coordination, ça veut dire déjà se mettre d'accord sur les besoins et pouvoir, sur un certain nombre de programmes, faire le choix, ce qu'exigeait avec un certain succès Dassault sur le SCAF, qu'on fasse confiance aux best athlètes, c'est-à-dire aux plus compétents, pour ensuite organiser une chaîne de production. Donc on peut plus se permettre d'avoir 30 chars différents. Tout est question de programme majeur ou pas. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple du char, c'est-à-dire le combat terrestre. Le combat terrestre demain, l'enjeu, c'est moins le véhicule avec le canon dessus que le système de combat collectif qui permettra à chacun... Il y aura quand même une adaptation. Ce qui importe, c'est l'interopérabilité. Ce qui importe, c'est la capacité d'échange de données. Mais si demain... Et là, on est bon ou il y a des progrès à faire, honnêtement ? On a beaucoup de progrès à faire. On fonctionne déjà pas mal dans le temps, mais évidemment qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais interopérabilité ne veut pas dire remplaçabilité et identité. Le vrai danger là-dessus, c'est qu'on ait un rêve d'optimisation sur le papier qui fait perdre progressivement toute souveraineté aux États, alors que je rappelle quand même que la défense en général, je l'avais dit il y a peu de temps, mais aussi pour la France en particulier, la dissuasion nucléaire, c'est national et c'est souverain. Oui. Donc tout sera là, vous serez d'accord avec Bastien Lachaud, compétence nationale, souveraineté française. Tout sera question d'équilibre. Je veux quand même finir sur un point. Quand on parle de vision américaine, pas du tout. On a une conscience européenne de la menace et je trouve que de ce point de vue-là, le White Paper est extrêmement clair. Il y a aujourd'hui
une menace à l'Est dont personne ne doute. Alors, c'est pas ce qui est écrit. Manifestement, il y a une débat. menace à 360 degrés qui existe. Il ne faut pas oublier pour autant le Sud, la Méditerranée, ces zones-là qui sont aussi des enjeux stratégiques pour la France et pour l'Europe. C'est pas ce qui est écrit dans le livre blanc. Ce qui est écrit dans le livre blanc, c'est que le livre blanc met sur le même niveau la Russie, l'Iran, la Biélorussie, la Corée du Nord et la Chine. La Chine, au même rang que la Russie. Je ne suis pas sûr que pour les Européens, En termes de menaces. en termes de menaces, la logique soit la même. Et ce livre blanc dit il faut aller s'allier avec les pays d'Asie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Uniquement les alliés des États-Unis. On voit bien que là, c'est la vision du monde américaine qui est reprise. Je ne vous ai pas interrompu. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale vient de voter un accord de défense avec l'Indonésie. Justement, qui est un pays non aligné, qui travaille autant avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et moi, je trouve que c'est très bien que la France travaille avec l'Indonésie. Ça, c'est sur la vision stratégique, c'est très clair. Nos armements. Sur la coordination. Oui, alors sur la coordination, eh bien, regardons ce qui s'est fait. Nous avons essayé de nous coordonner avec les Allemands, typiquement sur le spatial, par exemple. C'était les accords de Schwerin. Les Allemands devaient faire de l'optique et nous, de l'observation magnétique. On signe les accords, nous on se dit ah ben, on commence à travailler, et puis les Allemands disent bah non, on va faire les deux compétences. Mais ça c'était avant. C'était avant le désengagement de Donald Trump. Regardez ce que font les Allemands. Les Allemands ont voté 500 milliards d'investissements, pas tant pour se réarmer que pour faire fonctionner leur industrie de défense. Donc en fait, l'effort de défense, les Allemands ont une vision industrielle de la défense. Et donc leur objectif, ce n'est pas de développer le couple franco-allemand, qui est une expression française et qui n'existe pas. J'ai dit, il faudra voir ce que va devenir le couple franco-allemand. Et c'est exactement ça, il faudra voir la position des Allemands. On va tout à fait le savoir et ça va être très rapide. Mais cet effort de défense, vous êtes d'accord pour qu'il monte en puissance au niveau des 27, oui ou non, sur le principe même? Mais sur le principe même, les autres pays, d'une certaine manière, font ce qu'ils veulent. D'accord, c'est très clair. Nous devons défendre nos frontières. Nous avons la dissuasion pour cela. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas la même menace qui vient de la Russie, d'ailleurs même le président l'a dit, que les autres pays. Les menaces qui peuvent exister, et elles ne sont pas que russes, c'est la guerre hybride, c'est le numérique, c'est le spatial, c'est les fonds marins. Et pour ça, eh bien, je suis désolé. Ce n'est pas en construisant des canons de 155 ou des chars que nous en viendrons à bout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous réfléchissions. Et moi, je suis sidéré de voir le ministre Lecornu nous dire « Nous avons besoin d'un budget à 90 milliards en 2030 », alors même qu'il y a 2 mois, le président Macron a dit Allez, « Alors, la vous m'offrez qu'on avait fait, c'est n'importe sur quoi. un plateau. Faisons une revue nationale stratégique. » 90 milliards, effectivement, c'est à terme, d'ici 2030, le budget rêvé du ministre des Armées pour nous mettre au niveau de la menace, en tout cas dissuader Poutine de vouloir nous attaquer, nous Français bien sûr, mais surtout Européens, et on pense aux pays frontaliers avec la Russie. Je vous le disais, on en sait un petit peu plus sur le qui va payer, financement privé, financement public et nouvelle épargne. C'est le ministre des Finances, Éric Lombard, qui propose aux Français d'investir dans la défense française. Explication Baptiste Guerguichartier. Bercy serait-il sur le pied de guerre? Les ministres Éric Lombard et Sébastien Lecornu ont donné rendez-vous aux grands investisseurs et aux industriels de la défense française. Et cette annonce n'est pas passée inaperçue. Les investisseurs publics investiront 1,7 milliard d'euros de capital qui, grâce au co-investissement avec les investisseurs privés, vont permettre d'investir en fait jusqu'à 5 milliards d'euros de fonds propres additionnels en soutien du secteur. De quoi peut-être redonner du souffle, car ce matin, l'objectif de ces tables rondes est clair, trouver de nouvelles sources de financement pour ces entreprises de la défense. Et côté banque, on avance déjà une piste. Il faut faire également des prêts sans garantie, c'est-à-dire qu'on n'aille pas chercher sans cesse du collatéral dans ces entreprises qui, au fond, parce qu'elles sont trop petites, n'en ont pas beaucoup. Donc il faut faire du prêt sans garantie. Et ça, les PME ici présentes en sont bien conscientes. Elles devront compter sur le soutien des investisseurs et des banques. Et ce matin, leur message est clair. Les moyens que je viens de décrire, qui ont été mis en place, 20 millions d'investissements, nous ont permis de multiplier les cadences Rafale par 4. Pareil sur les radars de Thales. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se parlerait pas si Def Invest n'avait pas été là à l'époque pour apporter les premiers euros. Enfin, outre les fonds qui émergeront de cette réunion, le ministre de l'économie veut aussi permettre aux Français d'y contribuer. Un fonds de détail pour le grand public, pour les industries de défense et de souveraineté, où les Français pourront investir à partir de 500 € directement ou via les contrats d'assurance vie. Un nouveau fonds créé par la BPI où les Français pourront devenir indirectement actionnaires de certaines entreprises et placer leur argent sur le long terme. Fanny Guinochet, vous y étiez.
Alors expliquez-nous, déjà pour ce qui concerne nos téléspectateurs qui pourraient se dire c'est le moment ou jamais, il faut soutenir la défense française. Comment ça va se passer, cette nouvelle épargne via la Banque publique d'investissement? Au risque de vous décevoir, on ne sait pas précisément exactement comment ça va se passer. Ce que l'on a entendu effectivement ce matin dans la bouche d'Éric Lombard, c'est que les Français pourront participer à partir d'un ticket de 500 € via la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui elle-même investira dans notamment les PME de l'industrie de défense qui ont besoin de financement. Mais on ne sait pas, par exemple, et c'est une donnée clé, voilà, c'est la rémunération de cette épargne. On nous dit que ça sera moins que le livret A, qui est à 2,4, c'est ça? En tout cas, alors peut-être que l'idée d'Éric Lombard, c'est de flécher, de faire en sorte que les gens qui ont de l'argent et les épargnants qui vont plutôt sur de l'assurance vie aujourd'hui, mettent un petit peu via ces fonds. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la donnée qui manque, et c'est là où c'était un petit peu déceptif, c'est quel taux de rémunération. Alors évidemment, ça se travaille. Le livret A, il faut que ce soit plus intéressant. En tout cas, il faudrait que cette rémunération, pour que ça attire les épargnants, soit plus intéressante que l'assurance vie et le livret A. Sachant qu'il y a une autre donnée, c'est que si vous mettez cet argent, il est bloqué, c'est du temps long, parce qu'effectivement, la défense, c'est du temps long. Il sera bloqué pendant 5 ans. Alors que le livret A, on a l'habitude de dire, c'est un placement liquide. C'est-à-dire que demain, vous avez un besoin, vous pouvez retirer sans frais de l'argent de votre livret. D'accord, très clair. Voilà. Donc c'est pas un peu déceptif, au fond, ces annonces? Il y a ça c'est la première annonce. Et puis derrière, vous avez vu sur le reportage qui a été fait, il y avait tout le monde de la finance, tout le monde de l'industrie de défense, beaucoup d'hommes à qui le ministre a dit, grosso modo, faut que vous nous fassiez des produits d'épargne. Donc en fait, on peut aussi se dire des produits financiers d'épargne qui permettraient de financer de façon privée cette fois-ci. La Société Générale, la BNP, enfin, je pense qu'un certain nombre d'épargnants vont avoir quelques appels de leur banque dans les mois à venir pour leur dire votre placement, peut-être que vous pourriez l'orienter. Alors, je vous donne la parole tout de suite, mais M. Pellistrandi a moins parlé. Je voudrais savoir, le financement privé, on nous dit, il y a beaucoup de fonds souverains, de capitaux qui pourraient aller de façon privée vers nos industriels? Oui, parce qu'il y a un autre aspect, effectivement, qui est extrêmement important, c'est donner les moyens à nos PME et ETI de pouvoir augmenter leur capacité de production. Parce que là, on a parlé effectivement de l'épargne pour les Français, mais le véritable enjeu, il est là. C'est-à-dire que, par exemple, pour la production d'un Rafale, vous avez à peu près plus de 300 sociétés qui travaillent et qui produisent. Oui. Et donc, la difficulté, c'est qu'il faut pouvoir donner à ces entreprises, et on a identifié des goulets d'étranglement, parce que, par exemple, il y a encore pas très longtemps, vous avez une petite PME, par exemple, qui fait des peintures. Voilà. Il y a des peintures avec une capacité duale. Eh bien, le simple fait qu'il y ait s'il fait des peintures militaires et qu'il veut agrandir son atelier de production, il y a encore quelques temps, il allait à la banque et la banque lui disait « Ah non, mais c'est pas bien parce que la taxonomie européenne, la défense, le tabac et le porno, c'est la même chose. » Et c'est ça ce qui est... Non mais, il y a eu... C'est une révolution culturelle qui est en cours. Et justement, c'est très intéressant de voir les grandes banques, on reçoit plein de communiqués en disant « nous allons soutenir » parce qu'il est là. Et autre point qui est extrêmement important, c'est que derrière, c'est de l'investissement qui est dans les territoires, qui crée de l'emploi et qui est durable. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et c'était l'un des objectifs de la réunion de ce Vous faites non de la tête et je voudrais vous donner le mot de la fin ensuite, Jean-Louis Thiriot. Bastien Lachaud. Regardez les sommes dont on parle. On parle de c'est dérisoire par rapport aux... On parle de 5 milliards. Les Allemands mettent 500 milliards. Alors c'est 5 milliards pour 2025. Oui, mais là, et donc sur combien d'années il va nous falloir 100 ans pour atteindre les 500 milliards allemands? On voit bien que là, il y a une impréparation, je dirais, du gouvernement. On ne sait pas comment on va financer et surtout, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. On augmente les impôts? Oui, bien sûr qu'il faut augmenter les impôts. Il faut augmenter les impôts des plus riches. Si on est vraiment en économie de guerre, eh bien, faisons une vraie économie de guerre. Roosevelt, il taxait à 98% les revenus de plus de 7 millions d'euros. Voilà, tout le monde contribuait. On verra ce qu'il en est dans le débat budgétaire, mais peut-être qu'il y aura une majorité pour peut-être comme sur les ultra riches, mais surtout, l'effort de défense. Il faut avoir en tête que l'unité du peuple est la base de la défense nationale. Et c'est-à-dire que détruire le modèle social, détruire l'unité du peuple, c'est fragiliser le pays. Et c'est ce que fait ce gouvernement, malheureusement. Jean-Louis Thiriot, vous, l'ancien ministre, vous avez le mot de la fin. Je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Ce matin, on n'a pas parlé
parlé du financement de l'effort de défense, c'est-à-dire ce qui permet de passer de globalement 50 milliards aujourd'hui à 90 milliards demain. On a parlé du financement des entreprises de la défense qui auront à répondre aux commandes qu'on leur fera. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est des outils pour permettre aux PME et aux ETI, 200 000 emplois, 4 000 PME et ETI, d'avoir les fonds propres qui permettent d'acheter des machines, de construire des usines. On est bien d'accord. C'est de ça dont il s'agissait. Le reste n'a pas été, on est totalement d'accord, n'a pas été du tout très... Alors, c'est très clair, vous faites bien de préciser. Et je finis quand même sur le taux garanti ou autre. Ce matin... Donc là, c'est l'épargne. Sur l'épargne, on n'a parlé évidemment pas d'épargne forcée, contrairement à ce que certains... Sur la base du volontariat des Français, bien sûr. Deuxièmement, il ne s'agit pas ni de livret, ce que d'ailleurs nous on a regretté, type un livret défense. Il s'agit d'investissement en capital, avec le risque que représente l'investissement en capital, qui peut être soit sur un fonds, le fonds BPI, soit en assurance vie ou en épargne retraite, mais c'est de ça dont il s'agit. Donc il ne faut pas confondre... Allez, un point de pédagogie pour terminer. Juste pour terminer, ce matin, c'est une première pierre pour dire... Une chose aux Français, préparez-vous à orienter votre épargne, ou en tout cas, on va avoir besoin de vous. Et la défense, ça n'est pas sale, ça n'est pas... Voilà, c'était surtout ça derrière la philosophie. De toute façon, on a tous compris qu'on était dans une phase de préparation des esprits. Dans les armes, jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était très... Merci, on va se retrouver. Les banquiers aussi ont une patrie. Merci. On s'arrête sur cette phrase, voilà, qui nous donnera peut-être envie d'investir, qui sait. Merci, messieurs, merci, Fanny, pour ce débat sur ces questions de défense. On va continuer à en parler avec vous, Amiral Vincent Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être mon invité franc-parler ce soir pour évoquer la cyberdéfense française à l'heure de la menace russe. DEFNET a été lancé lundi dernier. Il s'agit d'un exercice de simulation de cyberattaques sur des navires, des avions, des postes de commandement à terre. Il y a 14 sites militaires, 15 états-majors mobilisés. On a évidemment besoin d'en savoir beaucoup plus juste après l'invitation de Marco Pogné. Si on vous invite Vincent Sébastien, c'est pour parler de DEFNET, nom de code pour ce grand exercice national de cyberdéfense. Et maintenant, sur terre, en mer, dans les airs, nous allons vous affronter. Aucun système d'information, aucun système d'armes ne nous résistera. Des cybercombattants de l'armée sous tension pendant 2 semaines pour gérer de multiples attaques cyber de haute intensité. Épicentre de l'opération, Rennes, 14 sites militaires mobilisés, 15 états-majors impliqués. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des attaques cyber simulées, par exemple, sur des navires de la Marine nationale, sur des avions de l'armée de l'air, sur des postes de commandement de l'armée de terre. Contre-amiral Vincent Sébastien, vous êtes adjoint au commandant de la cyberdéfense. Votre mission, défendre les systèmes informatiques des armées. Votre domaine, c'est donc la défense, mais les cyberattaques touchent aussi les entreprises et les services publics. À commencer par les hôpitaux, pas moins de 30 ont fait l'objet de piratage en 2022 et 2023, avec des groupes criminels gelant les systèmes informatiques et réclamant des rançons. Sans oublier les tentatives de déstabilisation, espionnage, désinformation, sabotage, des attaques attribuées régulièrement à des acteurs russes allant des services de l'État à des activistes patriotes. Point culminant l'année dernière, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec un groupe pro-russe qui a notamment menacé de s'en prendre aux stations d'épuration, d'ouvrir les robinets par une attaque informatique pour polluer la Seine pendant les Jeux Olympiques. Alors évidemment, on s'y était préparé, ça n'a pas été possible. L'an dernier, plus de 4300 signalements d'attaques ont été enregistrés en France, plus 15% en un an. Et bienvenue sur ce plateau, Amiral Vincent Sébastien. Cyberdéfense, est-ce que vous pouvez nous définir simplement à quoi ça correspond ? Oui, très simplement, il s'agit de défendre les systèmes informatiques. Pour ce qui est du commandement de la cyberdéfense que je représente sur le périmètre des systèmes informatiques des armées, voilà, et qui peuvent subir, du fait d'une menace cyber qui est croissante, que vous venez de décrire Dans l'armée aussi, elle ne fait que croître ? Tout à fait. En fait, ce que nous retrouvons d'une manière générale à l'échelle française, une menace qui croît, qui est l'origine d'acteurs multiples, des cybercriminels qui peuvent vouloir récupérer des fonds, donc extorquer des fonds, des activistes qui veulent pouvoir poser leurs revendications,
ou des États qui veulent tout simplement collecter du renseignement ou entraver nos systèmes informatiques. Cette même menace qui concerne la France entière, elle peut évidemment s'appliquer aussi au système informatique des armées, et c'est notre mission de les défendre. Vous parlez de menaces, mais est-ce que l'armée française a déjà subi une attaque cyber ? Alors je peux vous dire que la menace que je viens de décrire est effectivement d'origine variée. Elle a donné lieu effectivement à des attaques et à des tentatives en tout cas. En revanche, et donc est-ce que l'armée française a riposté ? Alors l'armée française, elle est en mesure de détecter ces attaques. C'est bien ça le cœur de la mission. Détecter les attaques, ensuite remédier. C'est-à-dire contrer cette attaque, effectivement riposter d'une certaine manière, mais en la contrant, c'est-à-dire en l'arrêtant, en la stoppant, et puis ensuite en remédiant, en rétablissant le bon fonctionnement de nos systèmes, puisque derrière, en fait, ces cyberattaques qui peuvent concerner nos systèmes informatiques se cachent les navires, les avions. Il faut qu'on etc. se figure les choses. Une cyberattaque dans l'armée, est-ce que ça peut être la prise de contrôle à distance d'un avion de combat? Est-ce que ça peut être dérouter un drone qui est normalement radioguidé ou avec un système satellitaire de géolocalisation? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans le risque cyber dans l'armée? Ce qu'on observe, c'est que ces systèmes qui sont très numérisés, que nous venons de décrire, des drones, des frégates, qui ont énormément de systèmes informatiques connectés les uns avec les autres, effectivement, ils peuvent présenter des vulnérabilités pour des cyberattaques. Et ce que nous craignons, c'est que ces systèmes soient entravés. Alors, ce n'est pas forcément des scénarios très spectaculaires de prise de contrôle à distance, mais ne serait-ce qu'entraver, même temporairement, le fonctionnement normal d'un système informatique qui compose ces bateaux, ces avions, ces postes de commandement. Les systèmes de communication, ça peut tout dérailler. Ça peut déstabiliser, au moins pendant une période temporaire. Et c'est ce que nous avons observé sur le théâtre ukrainien, par exemple, où des attaques assez importantes sur des systèmes de communication ont pu perturber la manœuvre des Ukrainiens. Et on l'a vu d'ailleurs, le coup pour les Ukrainiens quand justement le renseignement de l'aide américaine a été retiré. Qui sont nos principaux adversaires dans le cyberespace? Est-ce que quand Emmanuel Macron dit qu'au fond les Russes nous testent nos limites derrière les écrans, on peut dire que la Russie est le principal adversaire aujourd'hui? Alors ce qu'on peut dire clairement, et le président l'a annoncé, c'est que la Russie représente une menace dans la cyberdéfense. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Vincent Strubel, qui était dans le reportage, qu'on a écouté à l'instant, l'a bien dit également. Effectivement, la Russie représente une menace cyber particulière. Pour autant, est-ce le seul acteur ? Pas du tout. Je vous ai dit, nous avons affaire à une multiplicité d'acteurs dans ce cyberespace. Le cyberespace, c'est un espace qui est très complexe, avec donc des acteurs que j'ai un petit peu décrits, des cybercriminels, des activistes, des États, et ils sont nombreux. Et en plus, c'est un espace qui est assez opaque. Il est assez facile, finalement, de se dissimuler. Et rien n'est plus difficile de savoir exactement à qui on a affaire. Et on peut, par exemple, se faire passer pour quelqu'un d'autre dans le cyberespace. Donc nous, notre mission, c'est d'être prêt face à tous les acteurs, face à toutes les menaces. Et c'est à quoi nous nous entraînons pendant cet exercice DEFNET qui a débuté lundi. On y vient, mais déjà pour comprendre le commandement cyber, vous parlez de cybercombattants. Vous êtes plusieurs milliers. Qui sont ces cybercombattants? Ce sont des civils, ce sont des militaires? Comment sont-ils recrutés? Est-ce qu'on a des talents en France pour ce genre de compétences? On pense aux hackers, évidemment, soit nos grands mathématiciens, soit des pirates de l'informatique qu'on peut trouver dans les garages, sur le tas. Alors oui, on a des talents en France, d'une manière générale. L'écosystème de la cyberdéfense en France, et pas seulement dans les armées, est un écosystème assez riche, où nous avons vraiment des talents. Nous avons aussi des entreprises de talents qui savent exporter leur savoir-faire, avec lesquels d'ailleurs nous coopérons quand nous faisons des DEFNET. Nous appuyons aussi sur l'expertise de certains industriels. Oui. Et puis pour ce qui concerne les armées, effectivement, nous recrutons beaucoup de talents cyber. Nous sommes aujourd'hui, au sein du ministère, 4000 cybercombattants. Et à la fin de la loi de programmation militaire 2030, donc 24-30, nous ambitionnons d'avoir plus de 5000 cybercombattants. Et ce sont à la fois des militaires, mais aussi des civils, des ingénieurs qui travaillent au profit du ministère des Armées. Au sein des armées, vous avez l'exemple aujourd'hui d'un marin
que je suis, qui s'est intéressé tôt au domaine de la cyberdéfense, qui est un domaine éminemment interarmé, puisqu'en fait, le cyberespace, il concerne à la fois, comme je l'ai dit, les bateaux, donc des marins, l'armée de terre, dans ses postes de commandement, qui a aussi des vulnérabilités, qui doit se défendre contre des cyberattaques. Et l'air. Et l'armée de l'air. Et donc, nos cybercombattants, ce sont des marins, des terriens, des aviateurs. Oui. Alors cette opération DEFNET, 2 semaines de simulation d'attaque cyber, ça se passe à Rennes dans le cadre d'un scénario d'un conflit à haute intensité. Expliquez-nous, il y a un point de départ. Qu'est-ce qui se passe? Une déstabilisation cyber de quel ordre? Oui, alors nous avons choisi cette année pour DEFNET, puisque c'est un exercice annuel majeur de cyberdéfense, c'est la 11e édition. Donc vous voyez, on est vraiment dans un cycle de préparation opérationnelle continue, parce qu'il faut sans arrêt s'adapter à une menace qui évolue. Et cette année, nous avons choisi effectivement un scénario dit de haute intensité, où l'ensemble en fait des armées, donc les navires, les avions, etc., sont concernés par des vagues massives de cyberattaques. Et donc, effectivement, le scénario débute par ces vagues massives qui vont concerner non seulement des infrastructures civiles, des infrastructures critiques, et aussi tous ces systèmes que je viens d'évoquer, l'attaque d'une frégate, l'attaque d'un système de lutte anti-drone. Et nos cybercombattants, ils vont avoir pour mission de défendre ces systèmes, donc détecter l'attaque et rapidement y remédier, la contrer pour que les militaires, les marins, les terriens, les aviateurs puissent poursuivre leur mission. Cette cyberattaque, elle peut aussi relever du champ informationnel. On l'a vu au Mali avec la Russie, qui a fait croire avec de fausses images que nos soldats avaient laissé derrière eux un charnier. Absolument. Aujourd'hui, dans le cyberespace, en fait, on voit une conjugaison des effets et des cyberattaques classiques, comme je venais de les décrire, qui vont attaquer les systèmes informatiques, s'additionnent, s'ajoutent à des attaques de nature plus informationnelle. Et comment on fait pour contrer ça ? Alors, c'est un petit peu le même principe. Il s'agit d'avoir une bonne connaissance de la menace. Donc, il faut anticiper, il faut avoir un petit peu de renseignements d'intérêt cyber pour connaître l'environnement informationnel dans lequel on se trouve. Qui sont les acteurs qui sont susceptibles de nous attaquer. Donc vous faites du renseignement également au sein du commandement cyber. Il n'y a pas que la DGSE. Alors nous disposons de renseignements, nous sommes alimentés en renseignements d'intérêt cyber. C'est un renseignement un petit peu particulier, qui est de nature peut-être plus technique. Oui. Et nous sommes donc alimentés en renseignements d'intérêt cyber pour bien connaître cet environnement, ce qui va nous permettre ensuite de bien détecter une attaque et de la caractériser. Et ensuite, dans le champ informationnel, il s'agit de la contrer, donc rétablir la vérité. Est-ce que nos alliés américains le sont toujours dans le cyberespace? Est-ce que vous coopérez depuis l'élection de Donald Trump avec eux dans le cadre de ce commandement cyber? Absolument. Alors, il y a des évolutions de nature politique qui peuvent influer sur les relations militaires. Aujourd'hui, nous coopérons beaucoup. Donc il reste nos alliés. Nous avons une relation de confiance, d'alliés, avec nos amis américains. Le ComCyber français coopère avec le US Cyber Command. Et ce que nous souhaitons, c'est que, évidemment, ça se poursuive. Mais d'une manière générale, la coopération avec des alliés, elle est essentielle dans le domaine cyber, parce que c'est ça, justement, qui nous permet de mieux connaître la menace. Partager sur la menace, le fameux renseignement d'intérêt cyber que j'évoquais, il passe aussi par le biais de coopérations multiples, avec les Américains qui sont un allié de confiance, mais avec d'autres aussi. C'est très impressionnant de rentrer dans le détail. Ma dernière question, pour bien comprendre, on ne peut pas tout se permettre, parce qu'on a l'impression que la doctrine, elle est aussi bien défensive qu'offensive. Oui. L'armée française peut attaquer en matière cyber. Absolument. Il y a des limites ? Alors, pendant l'exercice DEFNET qui a débuté lundi et qui va se poursuivre pendant 15 jours, nous avons vraiment ciblé sur la défense, à la fois sur des cyberattaques donc, qui vont tenter de pénétrer nos systèmes informatiques et aussi dans le champ informationnel. Mais il y a aussi un volet offensif qui ne fait pas l'objet de DEFNET, mais il est vrai que la France dispose de capacités offensives. Et d'ailleurs, la France est un des rares pays à l'avoir admis très officiellement. En 2019, elle l'a annoncé. Nous disposons d'une doctrine officielle en la matière. Ce que nous ne détaillons pas, évidemment, c'est les modes opératoires et les cibles. Vous ne pouvez pas tout dire. C'est évident. Mais nous avons effectivement ces capacités offensives, lesquelles, d'ailleurs, peuvent servir à faire cesser des attaques
tels que je les décrivais Offensive précédemment. préventive. Merci beaucoup. Merci infiniment, Amiral Vincent Sébastien du commandement cyber de l'armée française. Allez, retour à l'Assemblée pour terminer avec un grand angle sur la commission d'enquête Betaram et cette journée très forte, vous allez le voir, audition des victimes. Ce scandale est très loin d'être une exception dans notre pays. On accueille nos invités. Un grand angle ce soir avec Violette Spilbou. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes la co-rapporteure de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire qui a démarré ses travaux à l'Assemblée de façon très puissante. Il faut le souligner. Vous revenez de 3 jours de déplacement à Notre-Dame de Betaram avec votre collègue LFI co-rapporteur Paul Vanier. On va y revenir. Et vous avez entendu les collectifs de victimes ici à l'Assemblée nationale toute la journée. Donc Constance Bertrand, bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes la porte-parole des victimes de l'établissement Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine et vous avez longuement témoigné devant cette commission dont on va voir les temps forts de la journée. C'est signé Maïté Frémont. C'est pas du courage qu'on a. C'est des actes citoyens. La colère. La colère. La parole d'Evelyne et celle des autres représentants de victimes résonnent dans l'Assemblée. À Betaram, c'était la terreur. Et personne ne pouvait imaginer que nous étions dans des mains à la fois de prêtres agresseurs. J'ai ici d'ailleurs, sur les 70 dernières années, tous les prêtres, tous ils sont agresseurs, tous ces prêtres directeurs. Et des plaintes reçues par centaines. Betaram, une école où des enfants de plusieurs générations ont subi des violences et des viols. Point de départ de cette commission d'enquête. En début de semaine, Violette Spilbou, vous vous rendez sur place avec l'autre co-rapporteur. Vous faites appel à votre pouvoir d'investigation. On a des documents qui sont à la fois anciens et à la fois récents sur des violences physiques et des violences sexuelles. La direction de l'établissement nous a fourni tous les documents que nous avions demandés. Un scandale qui libère la parole dans d'autres établissements scolaires de toute la France. Les témoignages remontent, j'irais même refluent. Comme dans des égouts longtemps bouchés. Les enfants parlaient, les enfants donnaient des petits mots aux assistantes sociales. Ils leur disaient « Au secours, il y a tel prêtre qui m'a touchée. Est-ce que c'est normal ?» Qui disent « Je me suis fait caresser tous les jours, il a mis la main dans ma culotte tous les jours en CM2 », de la directrice de l'école primaire qui prévient, je suis désolée, c'est vraiment dur, hein, qui prévient une des mamans d'élèves en lui disant « Fais attention à monsieur machin, fais attention ». Donc on savait, ce type est arrivé avec une réputation et on l'a laissé dans une école de CM2. Le travail de la commission d'enquête débute. Vous remettrez vos propositions à la fin du mois de juin. C'est vraiment le début. Merci beaucoup. Violette Spilbou, comment vous recevez tous ces témoignages? On a vraiment l'impression d'un tsunami, d'un mur du silence qui est en train de tomber, et pas seulement à Betaram, on le comprend bien. C'est très lourd. C'est très lourd. Quand je me suis portée candidate pour être co-rapporteur pour cette commission d'enquête, je savais que c'était un rôle extrêmement important, que nous allions avoir un travail sérieux, difficile. Mais c'est vrai qu'après 3 jours sur le terrain, où on a visité beaucoup d'administrations, l'évêché, la direction diocésaine à Pau, en Gascogne, et cette journée et cette rencontre avec des associations de victimes, 8 aujourd'hui, peut-être plus demain, ça a été fort en émotion. Je peux vous le dire pour moi, pour mon équipe, pour les administrateurs de l'Assemblée, comme je crois vous avez dit, ou quelqu'un des collectifs, c'est le jour 1. On a l'impression que cette première audition officielle, on a choisi que ce soit les victimes en premier aujourd'hui. C'est le démarrage de, effectivement, peut-être un tsunami, en tout cas une action publique importante. C'est ce qui sidère un peu. On a le sentiment qu'on n'est qu'au début. Est-ce que c'est aussi le lieu de cette libération de la parole que d'ouvrir avec les victimes cette commission d'enquête? Vous n'êtes évidemment pas juge, pas procureur, mais est-ce que vous souhaitez, au fond, les entendre? Que ça ouvre la possibilité, peut-être vraiment au-delà dans tout le pays, de laisser entendre ça. Bien sûr qu'on le souhaite. On souhaite que les collectifs se structurent. On souhaite que des personnes qui, après 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'ont jamais parlé à personne de ce qui leur est arrivé dans le cadre scolaire,
puissent aujourd'hui se sentir accompagnés, se sentir écoutés et se dire que derrière, il y a un espoir pour eux, pour que pour certains, la justice puisse être faite, sauf quand c'est prescrit, bien sûr, mais aussi un espoir pour qu'il n'y ait plus jamais de Betterham ou de Riaumont, comme on va en parler dans votre circonscription du Nord. Et donc, voilà, je pense que cette libération de la parole, elle a déjà lieu. Là, depuis une semaine, on reçoit énormément de messages. Voilà, c'est parti. Oui, on entend que ces témoignages vous obligent à être à la hauteur. Constance Bertrand, alors vous représentez les victimes de Saint-Dominique de Neuilly, l'établissement dans lequel vous étiez scolarisé entre 94 et 98. Il y a déjà 373 personnes qui ont rejoint votre groupe Facebook avec des témoignages qui vont d'actes sexuels graves jusqu'à la simple gifle. Et ce que vous avez raconté tout à l'heure devant les députés est édifiant, c'est cette fameuse omerta. Cette omerta qui va dominer pendant des années. C'est exactement ça. Et on a dépassé les 450 depuis ce matin. Donc les témoignages continuent d'arriver. Ça y est, l'omerta est en train de se lever. C'est merveilleux. On a vécu sous le poids de ce silence pendant très longtemps. On a des gens qui aujourd'hui portent des stigmates de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu et de n'avoir pas été entendus pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ils parlent. On a senti que vous étiez en colère aujourd'hui. Très en colère. Par exemple, cette institutrice qui met en garde une mère de famille en lui disant « méfie-toi de cet enseignant » sans jamais rien dire, sans jamais dénoncer, ça passe pas. Au départ, quand on a ouvert ce groupe Facebook pour que la parole se libère, il y a une quinzaine de jours. Au départ, on a été choqués parce qu'on a eu ces témoignages de cet enseignant qui touchait des petites filles, etc., etc. Et ensuite, on a commencé à être en colère parce qu'on s'est rendu compte que des adultes savaient, des enfants ont parlé. On parle beaucoup de la libération de la parole, mais les enfants ont parlé. Quand on parle de Riaumont et des enfants qui envoyaient des petits mots à leurs assistantes sociales, les enfants ont toujours parlé. C'est qu'ils n'ont pas été écoutés, pas été entendus. Et donc là, c'est là que la colère est venue. Du choc, on est passé à la colère parce qu'on est en colère de savoir que des adultes dont c'était le rôle n'ont pas protégé les enfants. À Saint-Dominique de Neuilly, vous avez raconté l'omerta, mais vous avez aussi raconté la solidarité entre les agresseurs d'un établissement à l'autre. Des enfants sont allés se plaindre auprès d'un surveillant pour des comportements inappropriés, d'un prêtre. Et dites-nous ce qu'il répond. C'est choquant. Ce surveillant responsable de la discipline, le censeur, répond ce sont des accusations très graves. Vous savez que les prêtres manquent d'affection. Ce sont des gestes légitimes d'un homme d'église, d'un homme de Dieu. Et cet homme... Et pire, il menace ensuite les enfants de représailles s'ils continuent à parler. Et cet homme, ce surveillant, donc, s'avère être Damien Saget, surnommé Cheval. Qui est-il? Il est le bourreau tortionnaire de Betterham. Et parce qu'il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien entre Betterham et Saint-Dominique de Neuilly. Vous voyez, il y a des kilomètres qui nous séparent, mais il y a un homme qui fait le trait d'union. Et donc c'est Damien Saget qui, à Betterham, torture, viole des enfants et qui ensuite arrive à Saint-Dominique de Neuilly. Et là, finalement, un modus operandi très différent puisqu'il ne fait que tirer les oreilles, gifler et tirer les cheveux des enfants. Mais il continue quand même dans cette dimension d'omerta. On ne parle pas Damien Saget, 74 victimes à Betterham, accusées alors, ce sont des de viol, accusées, bien sûr. Sans doute bien plus de victimes aujourd'hui. De viol et de violences sexuelles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Violette Spielbook? Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête? Je voudrais commencer par la remercier. Avec Paul Vanier, ils ont fait vraiment un travail exemplaire. Les députés qui étaient présents... et il y en avait quand même pas mal. On regrette que certains partis politiques n'aient pas été présents, notamment, mais ils se reconnaîtront. On les remercie, on les soutient. On les soutient dans ce travail qui va être complexe. Il y a encore beaucoup de résistance à beaucoup d'endroits, notamment sur où était la responsabilité de qui. Donc ça va être un chantier d'ampleur et on les remercie, on les soutient et on est à leur disposition. Vous-même, vous avez été témoin ou victime? Moi, j'ai été victime, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient à l'écoute, du coup d'être entendus très vite et d'avoir eu des preuves matérielles donc irréfutables et d'avoir pu être
protéger assez vite, mais ça m'a laissé... Vous l'avez raconté, c'est un enseignant qui vous a harcelé, c'est ça? Moi, c'était un surveillant. Un surveillant. Violette Spilbou, c'est très, très impressionnant ces passerelles entre établissements, avec cette solidarité finalement au sein des établissements, il faut le dire, privés sous contrat catholique. Est-ce qu'il y a un problème avec ce type d'établissement? Vous êtes allé à Betharam, qu'est-ce que vous avez découvert? On a l'impression que la question du contrôle et la question des remontées des signalements est fondamentale. Alors d'abord, c'est tout l'objet de cette commission d'enquête. C'est une commission d'enquête sur les contrôles de l'État, sur les violences dans les établissements privés, sous contrat, publics et aussi privés hors contrat, comme le cas de Riaumont. Donc au-delà des catholiques. Donc, le sujet qui nous préoccupe avec Paul Vanier, c'est effectivement de remonter la chaîne de tous les dysfonctionnements, des responsabilités, de comprendre au milieu du maquis de protocoles, de procédures, de signalements, ce qui fonctionne parfois et ce qui très souvent n'a pas fonctionné, et puis de comprendre aussi là où nous allons pouvoir travailler, proposer un nouveau cadre de ces contrôles, au-delà même du travail de prévention qui doit être aussi développé. Donc il y a un travail effectivement énorme. Il y a déjà eu des travaux, notamment de la SIAZ, qui a fait des recommandations, qui a fait un plan d'action même qui est à disposition de la Conférence des évêques, de l'État aussi, du ministère de l'Éducation nationale, de la Justice. Ce qu'on constate déjà au bout d'une semaine... Déjà, concrètement. C'est énorme en fait ce qu'on se constate déjà. D'abord, on est allé sur le terrain. Donc en rencontrant les acteurs, que ce soit l'inspecteur de l'Éducation nationale, le recteur, le directeur diocésain, l'évêque par qui on a été reçu, et puis à Betharam, on se rend compte qu'au-delà des documents qu'on nous a fournis, on a un millier de pages qu'on va devoir étudier, où il y a beaucoup de choses intéressantes. Dans les échanges, on voit en fait un esprit de heurter. Beaucoup de gens et de personnel éducatif d'aujourd'hui sont heurtés par tout ce qui est découvert. Un esprit de coopération. Ils veulent qu'il y ait des choses qui soient faites pour que ça ne puisse pas se reproduire. Et donc, on a déjà beaucoup de pistes. Donc, il y a un vrai sujet contrôle, notamment des établissements. Notamment, par exemple, dans ces établissements où il y avait beaucoup d'internats jusqu'aux années 70-80, il y avait des fugues, que ce soit à Riaumont, que ce soit à Betharam, que ce soit dans d'autres internats partout en France ou en Bretagne. Les fugues, la nuit, répétées d'enfants qui fuyaient, ce qui était des prisons et des bagnes pour eux, et qui étaient ramenés dans les établissements par la gendarmerie, n'ont pas alerté les services sociaux, l'éducation nationale. Donc oui, l'État... Problème de signalement dans l'alerte et problème de contrôle. Bien sûr, et puis il y en a beaucoup d'autres qu'on a déjà commencé à investiguer. Constance Bertrand, vous voulez l'imprescriptibilité parce qu'effectivement, on pense tous aux dates de la commission des faits présumés à Betharam. Il faudrait qu'il ne soit plus prescrit. Aujourd'hui, un des porte-parole d'un collectif de victimes nous a dit qu'il a mis 50 ans à en parler à sa femme. Il était marié à 50 ans, il en a parlé il y a 6 mois. On a besoin de ce temps. Les victimes ont besoin de ce temps déjà pour se rendre compte qu'elles ont été victimes. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était finalement la norme. Et on essaie de déconstruire ça aussi. On entend beaucoup, oui, mais c'était une autre époque. Non, ça n'était pas une autre époque. Ça vous insupporte? Ça m'insupporte. Ça m'insupporte qu'on puisse imaginer qu'il y a une époque où c'était acceptable de, je vais le dire avec des mots un peu lourds, mais tabasser des enfants, de les violer, de leur causer des dommages psychologiques gravissimes. Ça n'a jamais été la norme. Du coup, on a vraiment, vraiment besoin que les victimes aient ce temps. Alors, je comprends que l'imprescriptibilité, ce soit un terme qui embête beaucoup. Mais dans ce cas-là, poussons les délais de prescription à 50, 60, 70 ans et 100 ans s'il le faut. Vous allez y réfléchir. Il faudrait évidemment recourir à la loi. Bien sûr, on va réfléchir à tout. On ne s'interdit pas de déposer une proposition de loi. Mais en fait, ce qui est très fort dans cette commission d'enquête, c'est qu'on se sent utile dès maintenant. Les lignes bougent. Il y a un nouveau plan annoncé par la ministre de l'Éducation nationale. Et vous allez auditionner évidemment la ministre fait bouger les et le Premier ministre. Voilà, donc on voit que déjà pour un rapport qui est attendu en juin, c'est ça? Voilà, déjà pendant la commission d'enquête, ça bouge. Vous entendez la petite musique de fin, c'est bien dommage, mais j'espère que voilà, vous reviendrez. C'est que le début, on l'a bien compris pour cette commission d'enquête. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À demain, même lieu, même heure.